Il a été élu par Bloomberg meilleur prévisionniste de l'économie américaine de 2012 à ce jour, meilleur prévisionniste de la zone euro de 2015 à 2019, a terminé deuxième en 2020, meilleur prévisionniste de l'économie chinoise depuis 2017 et pour la quatrième année consécutive. C'est un poids lourd de la macroéconomie, il est français, c'est Christophe Barrot et il sera régulièrement dans notre nouvelle émission, le Baromètre Macro. Bonjour Christophe. Bonjour Franck. Alors si on parlait un peu d'économie américaine, à quoi s'attendre pour les prochains trimestres? Quelle est votre prévision pour l'année en cours et en 2022? Alors les fondamentaux de l'économie américaine sont plutôt très bons. Donc, on continue nous de s'attendre à une croissance qui va être au-delà du consensus donc pour cette année et la suivante. Très concrètement, on vise une croissance de 7% pour cette année et au moins 5% pour l'année suivante. L'idée, c'est que si on regarde un petit peu les détails et la séquence, on a eu une croissance de 6,4% au T1 rythme trimestriel annualisé. On aura une croissance potentiellement à deux chiffres dès le deuxième trimestre et toujours très forte au troisième trimestre. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs facteurs positifs. Le premier, c'est bien entendu le stimulus fiscal, donc qui était de 1,9 trillion, qui a été voté en mars et qui va se déverser essentiellement donc sur l'année fiscale 2021 qui s'achève fin septembre. On aura une contribution très forte sur le T2 et le T3. On a vraiment donc une dynamique assez positive là-dessus. On a en même temps la réouverture de l'économie avec encore quelques États qui appliquent des mesures de restriction moyennes ou élevées. Donc ça représente 60, 80 millions de personnes donc qui d'ici le début du T3 n'auront plus de restrictions. Et on est dans un contexte où il y a eu, avec les plans de relance, avec cette idée de protection des revenus, on a une épargne excédentaire qui s'est accumulée donc depuis mars 2020, qui est de l'ordre, selon nos calculs, 2,3 trillions de dollars. Donc c'est à peu près 10%, un petit peu plus de 10% du PIB nominal. Et sur cette partie d'épargne, donc excédentaire, il y a une épargne qu'on qualifie de forcée qui va revenir dans l'économie. Donc ça peut être à la fin du T2 ou au début du T3, mais voilà, c'est des facteurs vraiment qui sont positifs. Et ensuite, si on essaie de se projeter un petit peu au-delà, il peut y avoir des bonnes surprises, encore des catalystes. Donc on pense à ce qui est en discussion aujourd'hui au niveau du Congrès. Donc il y a le Innovation and Competition Act. Donc c'est à peu près, l'idée c'est de débloquer 250 milliards de dollars sur la période 2022-2026. Il y a aussi potentiellement le programme d'infrastructure donc, qui est discuté, c'est lent. Ça ne devrait pas déboucher selon nous avant, on va dire, septembre au plus tôt, mais globalement on pourrait repartir sur 1 trillion, on va dire, dépensé sur une période de 8 ans. Mais voilà, tout ça c'est pas forcément dans les prévisions de croissance et ça nous pousse à penser que s'il n'y a pas de variant, s'il n'y a pas un choc extrême donc, du point de vue sanitaire, on aura une croissance au-delà des attentes qui sont de 6,5 je crois pour 2021 et 4,5 pour 2022. Donc on peut espérer plus que ce que le marché anticipe et en même temps on a un relais de croissance pour une deuxième vague. C'est ça, on est dans une phase voilà, plutôt, à mon avis, ultra favorable parce qu'il faut recentrer ça aussi dans la croissance mondiale qui est favorable, qui va elle aussi accélérer au T3. Donc on a beaucoup de visibilité, je dirais, jusqu'à la fin du T3 et potentiellement ces nouveaux catalystes qui peuvent arriver ensuite et continuer de soutenir l'activité. Et alors la hausse des matières premières, est-ce qu'elle est durable? On part vers un nouveau super cycle des matières premières? Alors, dans ce cadre-là, donc, ce qui se passe aux États-Unis, ça se retrouve aussi dans d'autres pays. Donc, on a une demande qui est revenue à son niveau pré-Covid relativement vite, qui l'a même dépassé. Et ce qui s'est passé, on va dire en 2020, il faut bien l'avoir en tête, c'est qu'on a eu les entreprises qui ont choisi de déstocker massivement et d'arrêter aussi leurs investissements. Donc, on a une offre aujourd'hui qui est en dessous du niveau pré-Covid et une demande largement au-dessus. Donc on a un gap sur tout un tas de biens ou de matières premières qui est relativement important à ce jour. Petite anecdote, c'est que si on regarde en fait l'ISM manufacturé qui a été publié début de semaine, il y a une composante intéressante, c'est le nombre de jours qu'il faut attendre pour faire livrer ces matières premières. Et en fait, ce nombre de jours, il a augmenté de 20 jours en l'espace de 3 mois. Donc on est passé de 65 jours à 85. Donc, ce qui est le plus historique et qui témoigne à très court terme de cet écart offre-demande. Après,
est-ce que c'est durable? C'est vraiment la question. Il y aura, à mon avis, une normalisation qui pourrait intervenir, on va dire, à partir du quatrième trimestre, qui correspond à la période où, à mon avis, la croissance mondiale va décélérer, et en même temps, le cycle des matières premières est souvent corrélé à l'activité monétaire en Chine. Or, en Chine, on a eu depuis quelques mois maintenant une décélération, des mesures un peu restrictives sur certains secteurs, notamment sur l'immobilier. Donc ça peut être un facteur, je dirais, qui peut freiner un petit peu aussi la demande au moment où l'offre va remonter mécaniquement. Et après, sur les matières premières, il y a un point aussi qui a souligné, c'est tout ce qui va être lié au pétrole. Et le pétrole, c'est compliqué de se projeter d'un point de vue géopolitique parce que si on a un accord rapidement sur le nucléaire iranien, on peut avoir un choc d'offres ultra positif et plus rapide que prévu. Alors même si du jour au lendemain, ils vont pas reproduire, mais voilà, en l'espace de 3-4 mois, on pourrait avoir un choc d'offres sur le pétrole. Donc très court terme, voilà, facteur ultra favorable. Maintenant, si on essaie de se projeter, c'est compliqué de tirer un trait au-delà du T3 parce que voilà, il y a tous ces facteurs au T4 qui, voilà, prennent un petit peu, nous poussent à être un peu plus prudents à cet horizon-là. Et pour l'ensemble des matières premières ou le pétrole plus particulièrement? Pour l'ensemble des matières premières, parce que la Chine, c'est quand même un des très très gros drivers, il suffit juste de regarder en termes d'importation ce qui a été fait ces derniers mois. Donc c'était vraiment un facteur important, un facteur de soutien. Le fait de freiner, par exemple, sur leur immobilier résidentiel, ça va avoir forcément un impact sur la demande. On peut imaginer que sur les infrastructures, il lève aussi un petit peu le pied. L'idée étant que voilà, ils veulent se prémunir contre un choc d'inflation. Ça, c'est le premier point. Et après, le pétrole, c'est vraiment, il y a une dimension géopolitique très importante. Donc, soit on est dans les négociations, soit on n'y est pas. Après, il y a une volonté très claire, à mon avis, aussi des États-Unis de ramener une certaine stabilité sur le plan géopolitique, de faire, entre guillemets, des concessions à l'Europe, parce que l'accord avec le nucléaire iranien serait très favorable à la France, à l'Allemagne, au Royaume-Uni. Donc on va plutôt dans ce sens-là. Maintenant, un accord, c'est une chose. Après, je dirais, le diable est dans le détail, c'est à quelle vitesse ils pourront lever les sanctions. Donc, voilà, prudent sur un peu tout, mais à partir du quatrième trimestre, quand on aura peut-être cette bascule offre-demande qui va s'inverser. Et alors, on observe récemment une hausse des salaires aux US, avec notamment la révision à la hausse des salaires horaires minimum, notamment chez McDonald's ou chez Amazon. Les États-Unis sont-ils précurseurs du phénomène? Est-ce durable? Alors, sur la dynamique salariale, je dirais que il y a aujourd'hui plutôt des phénomènes bien identifiés. Donc, on a des hausses de salaire dans la logistique, dans la construction. On commence à en avoir dans certains secteurs sur restauration. C'est dû à un écart plus entre le côté offre de travail et demande. L'idée, c'est que c'est un marché aujourd'hui un peu biaisé parce que les États-Unis, avec le stimulus fiscal, ont augmenté, enfin les États ont pu augmenter les allocations chômage, et donc on est sur un cycle qui est voilà un peu anormal où il y a certaines personnes qui vont être plus en dehors du travail que ce qu'elles n'étaient avant, ce qui crée un peu ce gap entre offre et demande. Après, ce qui est intéressant de regarder, c'est vraiment le nombre d'offres postées. Et aujourd'hui, donc, il y avait une statistique récemment publiée par le site Indeed.com qui montrait que les offres d'emploi sont 27% supérieures au niveau pré-Covid. Donc, il y a un marché de l'emploi qui repart et il va y avoir à mon avis, des petits ajustements et un retour à la normale potentiellement plus rapide que prévu. La difficulté, c'est de juger de l'état de ce marché de l'emploi. Tant qu'il y a ces subventions supplémentaires, ce sera difficile d'avoir un paysage extrêmement clair là-dessus. Donc ça devrait arriver à partir de septembre, même si plusieurs États, une vingtaine, ont déjà choisi de mettre fin à ces allocations. Donc c'est intéressant, c'est que le marché de l'emploi semble être plutôt résilient à la pandémie. Est-ce que les États-Unis sont précurseurs là-dessus? Sûrement. Est-ce que va arriver chez les autres?
Peut-être, mais dans une ampleur différente, puisque le marché américain est beaucoup plus réactif que d'autres marchés. Le point positif, si on essaie juste de comparer si à la France, c'est que je regardais la même statistique sur les offres d'emploi en France, on est revenu quand même 2% au niveau, enfin au-dessus du niveau pré-Covid. Donc il y a aussi un redémarrage et c'est ce qui montre que en fait le Covid c'est un choc. On a mis l'économie vraiment entre parenthèses. Maintenant, avec le redémarrage, avec la demande qui est au-dessus du niveau pré-Covid tout de suite, et les entreprises qui ont été soutenues, préservées, il est possible que le marché de l'emploi repart plus vite que prévu. Alors, entre la hausse des matières premières et des salaires, qui sont les deux marqueurs principaux de l'inflation, pensez-vous comme la Fed que l'inflation est temporaire ou est-elle plutôt durable? Alors, il y a, en fait, la notion de transitoire, c'est de quoi on parle. Aujourd'hui, on a une flambée, entre guillemets, de l'inflation qui est due beaucoup à des effets de base. Et il y a aussi d'où vient cette inflation. Elle est centrée aujourd'hui sur déjà les secteurs où il y a de la réouverture, tout ce qui est hospitalité, restauration, hôtellerie, billets d'avion. Il y a un autre phénomène particulier qui est celui du prix des véhicules d'occasion, parce que sur le neuf, il y a un certain nombre de manque de choix, pénurie qui est aussi due à la crise sur les semi-conducteurs. Donc il y a un rattrapage sur les véhicules existants et on a du mal à se dire déjà sur les véhicules existants que ça va perdurer, ça va forcément se normaliser. Sur le côté réouverture, bon bah ça va durer encore 2, 3 mois, c'est une certitude. Maintenant, on va dire l'impulse, le choc, il va se normaliser aussi. En revanche, donc ça, ces paramètres-là, ils sont transitoires dans les composantes de l'inflation. Maintenant, il y a d'autres composantes qui, à mon sens, peuvent redémarrer et être là permanentes. C'est tout ce qui va être lié au marché immobilier. Il faut bien comprendre la situation du marché immobilier, c'est qu'on a eu un redémarrage extrêmement fort de la croissance des prix. Croissance des prix sur les chiffres qu'on avait sur le mois de mars, on était sur quasiment 13% de hausse si on prend le cash-year par exemple. Sur les proxys, les anticipations qu'on a, nous pour avril, ce sera vraisemblablement 14%. Donc on a des prix immobiliers qui accélèrent très fort. Le problème, c'est que en face de ça, tous les primo-acquérants ont du mal donc, à acheter un bien et vont louer. Au même moment, vous avez ce facteur de réouverture, donc de mobilité géographique qui repart, et donc les loyers sont aussi repartis très fort. Et le risque aujourd'hui, c'est que vous ayez donc un transfert, entre guillemets, avec des ménages dont les revenus sont plus limités qui vont louer, et avec ce phénomène de mobilité combinée. Donc il y a une demande supérieure à l'offre, et donc on peut avoir des pressions à la hausse sur les loyers. Or, les loyers, si on prend l'indice du CPI, c'est 33% de l'indice. Donc déjà, on peut se dire que si on est sur 3, 3,5% de croissance annuelle de manière quasiment constante, on a une contribution supérieure à 1% sur le CPI. Maintenant, après, voilà, il y aura aussi les autres composantes qui peuvent jouer, mais globalement, on peut se dire que si ce phénomène sur l'immobilier est persistant, ben, on est voilà, dans un monde où on aura vraisemblablement 2% d'inflation au minimum. Donc cette année, on le sait avec rattrapage, l'année prochaine sûrement. La vraie question, à mon avis, elle sera plus sur 2023. Il peut se passer plein de choses, donc à voir. Aujourd'hui, la Fed peut un peu temporiser. Alors, comment du coup voyez-vous l'évolution de la politique monétaire? Alors, la Fed a été très très claire aujourd'hui, c'est bon. Déjà, dans sa vision, c'est transitoire. Il y a un petit point à souligner quand même, c'est qu'Yellen a dit récemment de son côté, donc pour le Trésor, que l'inflation allait être élevée jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'ici, transitoire, c'était plutôt un choc 3 à 6 mois. Or là, on est plutôt déjà sur 9 à 12 mois. Donc, il n'y avait pas forcément de nombre de mois précis, mais on sent que le transitoire déjà dure un tout petit peu plus que prévu. Mais la Fed n'a pas changé sa communication. Derrière la Fed, elle ne fait pas que regarder l'inflation. Ce qui l'intéresse beaucoup plus aujourd'hui, semblerait-il, c'est le marché de l'emploi. Donc, comme je le disais auparavant, c'est très dur d'avoir une vision claire sur le marché de l'emploi. Mais globalement, ce que la Fed et son président ont mis en avant, c'est que les mesures qu'on utilisait auparavant ne sont pas forcément les plus fiables en sortie de pandémie. Donc, qu'est-ce qu'ils vont regarder?
Ils vont plutôt privilégier des variables un peu plus qualitatives. Donc, c'est le taux de chômage de certaines populations, population hispanique, population noire. Ça va être le taux d'emploi des personnes qui n'ont pas de diplôme. Ça va être la croissance des salaires, des bas salaires. Donc, des variables qui ont plutôt tendance à être retardées sur le cycle économique. Et ensuite, un élément de communication, enfin, deux éléments de communication très forts, c'est on vise une inflation de l'ordre de 2%, mais on est prêt à accepter une inflation au-dessus de cette cible pendant un moment. Donc, pendant un moment, ça reste abstrait et ça laisse une petite marge de manœuvre. Et surtout, le point le plus important, c'est on va mettre en place une action en fonction des données observées et non pas des données anticipées. Donc, en gros, il se laisse le maximum de marge. L'idée étant que le risque d'avoir une politique restrictive trop tôt est peut-être plus élevé pour avoir plus de conséquences négatives que trop tard. Et donc, on a encore quelques mois devant nous. Voilà. Après, très concrètement, ça voudrait dire que la Fed va prendre son temps, qu'elle va certes parler de programme de rachat d'actifs et introduire gentiment la notion de ralentissement de ces achats. Ça pourrait intervenir avant la fin de l'année avec des discussions qui peuvent s'accélérer donc en août au moment de Jackson Hole. Après, comme je l'ai dit, les tensions, le risque aujourd'hui sur l'inflation, il est peut-être dû beaucoup plus à l'immobilier. Donc en termes de ralentissement de rachat d'actifs, est-ce qu'on va pas plutôt d'abord regarder ce qui se passe donc, sur la partie mortgage-backed securities et laisser les trésoreries de côté, ou alors on fait les deux, mais on y va vraiment très très lentement avec le maximum de visibilité pour les investisseurs. En nous préparant à nous préparer à un resserrement éventuel. C'est ça. Après, bon, je pense que voilà, il va se passer quand même beaucoup de temps entre le moment où la Fed va introduire ce ralentissement des achats et le premier relèvement de taux. Donc c'est difficile de se projeter jusqu'à 2023, mais on sent bien que l'idée, c'est vraiment de ramener l'économie américaine sur sa trajectoire d'avant-crise, d'être sûr que tout se passe bien, que d'éliminer aussi le scénario quand même d'un retour de la pandémie cet automne. Une fois qu'on aura passé tout ça, voilà, on aura des visions un petit peu plus claires. Le marché va forcément s'ajuster puisqu'il va le prendre en compte et je pense que ce sera intégré assez vite. Alors, dans ce contexte, que faut-il surveiller dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent? Alors, ce qui va être intéressant, bien entendu, le rapport de l'emploi, donc qui va être publié vendredi, donc avoir plus, j'aurai un œil sur le taux de participation plus que sur les créations d'emplois ou éventuellement le taux de chômage, parce que c'est une des variables qui a été le plus citée dernièrement, très importante. Les chiffres de l'inflation, alors on va les regarder hein, dans la foulée. Donc c'est, si je dis pas de bêtises, donc c'est le 10 juin pour le CPI et le 15 juin pour le PPI. Toujours intéressant de regarder, même si voilà, le choc est toujours caractérisé comme transitoire. Mais on va regarder que les composantes qui tirent cette inflation sont toujours les mêmes. Et après, la réunion de la Fed donc, qui va se dérouler le 15 et le 16 avec la conférence de presse le 16. Surtout le côté peut-être prévision, parce que c'est un des meetings où il y a une révision des prévisions, croissance, inflation, des anticipations de relèvement de taux des membres de la Fed, surtout dans un contexte où, voilà, sur le relèvement de taux, il n'y a pas trop de divergence, mais sur le côté, voilà, tapering, il peut y avoir quelques inflexions. On a vu que certains banquiers comme Kaplan, Boulard, donc, voilà, émis l'idée qu'il fallait commencer à parler de ce ralentissement d'achat. Donc, est-ce qu'on le retrouve dans la conférence de presse parce que Jérôme Powell aura vraisemblablement la question? Ça, voilà, je pense que c'est les éléments clés jusqu'au 16 juin. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous.